Arrivé aux États-Unis dans les années 1990 et comme étudiant en aéronautique, François Nzi, ressortissant ivoirien, a réussi à s'intégrer dans le système américain. Aujourd'hui chef d'entreprise, cette fierté ivoirienne s'occupe de l'encadrement des jeunes. Nous l'avons rencontré le 30 mars 2023 à Harlem, à New York, dans l'arrondissement de Manhattan, pour un partage d'expériences. À quel moment êtes-vous arrivé aux États-Unis d'Amérique et quel est votre parcours? Mon nom c'est François Nzi, je suis de la région de Nzi, comme mon nom le dit, de la région de Dembokro-Bokanda et autres. Je suis venu ici vers les années 90, pas le mi, vers la fin des années 90 que je suis arrivé ici. Je suis venu ici en tant qu'étudiant. J'ai étudié l'aéronautique. Et après l'aéronautique, j'ai eu mon bachelor en aviation et en gestion de l'aéronautique. Après cela, j'ai fait aussi un master en transport à NYU. Et enfin, à partir de là, j'ai travaillé un peu dans le domaine et j'ai décidé de faire de faire de l'entrepreneuriat. Et pour le moment, je suis dans l'entreprise, je fais de l'éducation et mon entreprise s'occupe beaucoup de l'encadrement des jeunes au niveau de l'éducation, l'insertion des jeunes qui arrivent ici et qui veulent aller à l'école. Mon entreprise ou mon organisation apporte des conseils à ces jeunes pour pouvoir bien s'insérer dans le domaine. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à l'âge? J'espère que je ne vais pas trop l'âge dans le truc. Je me suis introduit légèrement, mais bon, si on peut aller... Pourquoi avez-vous créé une entreprise d'encadrement? Voilà, pourquoi est-ce que j'ai créé l'entreprise? Parce que nous, quand on est arrivé, on n'a pas eu de conseil. Tu vois, il n'y a pas eu de conseillers, il n'y a pas de personnes qui nous ont encadrés, qui nous ont dit, voilà, si tu veux résider aux États-Unis, si vous voulez aller à l'école, voici ce que vous devez faire. Et j'ai créé donc l'organisation pour pouvoir encadrer ces jeunes gens-là ambitieux qui viennent aux États-Unis et pour pouvoir maximiser leurs chances de saisir ce qu'on appelle le rêve américain. Et donc, en bref, voilà un peu le résumé de qui je suis et où est-ce que je suis actuellement un peu. Comment était votre début aux États-Unis? Il y a eu beaucoup de difficultés, comme j'ai mentionné un peu, et on n'a pas été... toute personne qui vient ici, depuis les années où nous sommes arrivés, comme maintenant, tu as besoin d'un encadrement. Tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas, tu as tes grands rêves, et tu arrives et tu trouves qu'il y a une réalité sur le terrain. Tu vois, et donc, ça nous a un peu déphasés parce que nous n'avons pas eu d'encadreur, nous avons pouvoir s'insérer nous-mêmes, et donc, les choses ont été un peu décalées. Il fallait faire des petits boulots pour essayer de voir comment je vais financer mes études et voilà, ainsi de suite. Voilà comment ça s'est passé. Il va falloir qu'on réfléchisse plus vite, pouvoir s'adapter très vite pour ne pas perdre le fil de tes rêves. Parce que c'est là aussi, et c'est dans cela que moi aussi j'ai essayé de créer l'organisation pour que ceux qui arrivent ne perdent pas leurs rêves. Parce que souvent, oui, tu peux commencer très bas, te réorganiser pour vivre les réalités du moment, te réadapter, mais il faut toujours avoir en tête le rêve original. Donc voilà un peu. Comment s'appelle votre organisation? L'organisation s'appelle New York Math Academy and Coaching Services. Math Academy parce que c'est un encadrement académique. Coaching Services parce que nous prévoyons aussi du coaching pour les jeunes gens pour pouvoir s'orienter dans certains domaines d'activité. Ceux qui viennent, il faut les coachs pour pouvoir s'insérer. L'organisation a été créée depuis 2010. Nous sommes environ plus de 12 ans d'activité que j'organise ce truc. Nous avons encadré pas mal de jeunes qui sont venus ici, des jeunes africains, des jeunes caribéens, des jeunes de la communauté africaine en général. Certains, je suis fier d'annoncer même qu'un de mes jeunes, hier je l'appelais, il est actuellement banquier, investment banker. Il était ici, quand il a eu son diplôme, il a travaillé 2 ans ici à Barclays Bank. Actuellement, au mois de janvier, il a été affecté à Paris en tant que représentant de Barclays Bank à Paris. Et hier, je l'ai appelé Mokhtar. Il a appelé Mokhtar hier parce qu'il est très bon ami à mon fils. J'ai un enfant qui est actuellement au lycée, donc ils sont de très bons amis. J'ai beaucoup de jeunes d'autres pays, pas de l'Afrique, qui sont actuellement dans les grandes universités, NYU, Columbia,
J'ai même, si vous partez même sur, comment on appelle, le net, vous verrez un d'autres amis, un de mes enfants, d'un jeune que j'ai encadré, qui est aujourd'hui, je suis devenu un peu comme, quand j'encadre des jeunes, la famille devient comme ma famille. Il est d'origine il est comme, ils sont dominicains. C'est un grand acteur actuellement. Il a vu un grand film, mais actuellement il fréquente à Colombia. Il est en train de faire du film, mais il a pris un an et demi, mais hier, il l'a appelé, il était à Paris. Il fait du défilé de mode, il est un acteur. Des jeunes gens que j'ai encadrés qui sont vraiment en train de développer, qui m'aident beaucoup aussi dans l'organisation, dans l'entreprise que j'ai, qui essaient de... Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a aussi... Tu as quelques succès, mais tu as aussi des trucs bas quand ça chauffe. C'est ces jeunes-là qui me donnent un peu... qui m'encadrent aussi, qui me conseillent aujourd'hui parce qu'ils sont un peu plus grands que moi. Malgré que je les ai encadrés, ils ont beaucoup plus de contact que moi. C'est ces jeunes-là qui m'aident beaucoup dans mon entreprise. Voilà. Dans quel état viennent généralement ces jeunes pour se faire encadrer? Dans ce travail que je fais, il y a beaucoup de types de personnes, de jeunes. Hein. Mokhtar, quand je l'ai rencontré, il était au lycée. Il jouait au lycée, il était athlète, il jouait au football. Il voulait même aller jouer professionnel football. Sa maman avec moi, parce que la famille devient comme une famille. Donc, dans l'encadrement, ça me dit non, je ne veux pas que Mokhtar pas jouer au football. Il est très, très bon. Hein. Il pouvait jouer même en professionnel, mais sa maman a dit non, je ne veux pas. Et donc, dans les discussions, Mokhtar était assez OK. Mais il y a des jeunes qui sont dans des familles aussi qui n'ont pas de repères. Du tout de repères. Ils ne savent pas où ils veulent aller, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Souvent, ils ont abandonné l'école. Il y a un jeune que je connais, je ne vais pas dire le nom aussi, il est venu de la Côte d'Ivoire, il est arrivé un jour, il est arrivé à mon bureau, il dit vraiment, je suis arrivé, je ne sais pas où je veux faire, mais je veux aller à l'école. Et je l'ai pris. Aujourd'hui, dès il n'arrive pas à New York une minute sans m'appeler. Donc maintenant, il a déménagé. Ses parents sont ici. Mais je suis plus un grand frère pour lui que beaucoup de personnes. Il est aujourd'hui à Houston. Des fois, il vient, il m'encadre. Un jeune aussi sénégalais, je suis toute leur famille, tous les enfants de leur famille. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils m'appellent pour dire « Ah, mon fils vient d'arriver, pardon, aide-moi ». Qui est aujourd'hui en Californie, il est un informaticien réseau. Et son petit frère est venu aussi. Aujourd'hui, il est dans une université Penn State. L'université était en train d'étudier de l'ingénieur. Il est ingénieur mécanique engineering. Son neveu, qui est aujourd'hui, lui, vient d'arriver à Troyes. Il est jeune, il a peut-être 12 ans. Il vient d'arriver aussi du Sénégal. Ses parents me l'ont confié. Je suis en train encore de l'encadrer. Et donc, voilà un peu le truc, hein, le spectrum de jeunes gens que j'arrive, soit ils sont au milieu de trucs, soit ils n'ont pas de repères, soit ainsi de suite. Voilà un peu le travail que nous faisons. Donc, c'est un spectrum de personnes que nous encadrons chaque jour. Doit-on impérativement parler l'anglais avant de venir aux États-Unis d'Amérique? Il y a beaucoup, ceux qui viennent d'arriver, beaucoup ne parlent pas l'anglais. Hein. Nous partons de la base, leur donner les bases d'anglais. Mais moi, personnellement, quand je venais ici, j'ai appris l'anglais comme tout le monde à l'école. Comme je dis mon passé, j'ai fait l'NSTP, j'ai fait l'anglais au lycée, à l'NSTP, mais je n'étais pas fluent. Voilà. Je n'étais pas fluent en anglais, je ne vivais pas dans un milieu anglophone au pays où je pouvais pratiquer et m'en parler. C'est arrivé ici que j'ai repris l'anglais de manière mais on s'est adapté dans la ville et puis aussi à l'école pouvoir apprendre réellement l'anglais. Mais quand je venais ici, nous qui étions venus ici dans ce temps-là, nous avions une base. Tu vois, le système chez nous, en Côte d'Ivoire, nous a donné une base. On connaissait la grammaire anglaise, peut-être même beaucoup plus que ceux qui étaient ici. On connaissait. Donc, ça a pris du temps, mais pas beaucoup de temps pour qu'on puisse s'adapter. Voilà.
Mais en tant que francophone, l'accent va prendre du temps pour faire ce truc, ainsi de suite. Mais sinon, on a pu s'adapter quand même dans un temps assez pas record, mais un temps qui nous a permis quand même de s'en sortir. Non, je ne pense pas qu'il faut décourager quelqu'un qui veut venir ici, qui ne sait pas parler. Tout est une affaire de volonté, hein. On peut tout apprendre. Je parlais hier à une de mes filles, je lui disais que, tu vois, la vie, l'apprentissage n'en finit pas d'apprendre. On n'apprend pas seulement à l'école, tu vois, et on apprend partout. Et donc, l'apprentissage, c'est continu jusqu'à ce que tu meurs. Et donc, tant qu'il y a une volonté de le faire, il n'y a pas de manière de décourager les gens, ceux qui viennent aux États-Unis ou pas dans un pays anglophone. Parce que si tu as la volonté de l'apprendre, tu vas l'apprendre correctement. Si tu n'as pas la volonté de le faire, tu ne vas pas y arriver. Voilà un peu. Vous êtes aux États-Unis depuis la fin des années 1990. Dans quel état d'esprit comptez-vous retourner en Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, tu vois. Je suis vraiment ému pour tout ce qui est en train de faire en Côte d'Ivoire, dans le cadre de tous les domaines, moderniser un peu la Côte d'Ivoire. Il va falloir que les gens assainissent un peu le domaine de l'entrepreneuriat, des trucs. Oui, je compte actuellement, je ne le dis pas, mais c'est un projet qui est dans ma tête. Train de former un petit groupe d'amis ici qui sont aussi dans l'éducation. Moi, je pense que l'éducation, c'est la clé de tout. Et si je dois mes investissements à faire en Côte d'Ivoire, ça sera dans le domaine de l'éducation. On est en train de se préparer pour voir si on peut aller créer une école en Côte d'Ivoire. Des amis qui sont qui enseignent au niveau universitaire, dans différents domaines. Mais je pense que pour l'éducation, part du plus petit, hein, c'est là qu'on donne la base. Et pour moi, donner la base aux enfants, leur donner un certain esprit de travail, une certaine discipline de travail. Et donc, si je dois retourner en Côte d'Ivoire, puis je ne sais pas si je dois le retourner définitivement, je ne pense pas, je n'envisage pas. Mais la Côte d'Ivoire est toujours notre pays, l'Amérique est notre pays d'adoption. Et donc, nous ne pouvons pas laisser ceux qui ont réussi ici aux États-Unis, si tu regardes bien, c'est des gens qui n'ont jamais abandonné leur origine, qui n'ont jamais abandonné leur pays. Ils ont toujours investi dans leur pays d'origine et dans différents domaines pour permettre à leur pays de s'affirmer au niveau international. Donc, vous n'avez pas peur d'investir en Côte d'Ivoire? Non, il va falloir que l'environnement soit sain. Il y a beaucoup de problèmes. Enfin, je ne sais pas les problèmes actuels, mais si je compare aux États-Unis, ici, vous avez accès aux différentes banques, vous avez accès à certains crédits, vous avez accès à certains trucs. Donc, il va falloir que souvent certaines choses soient mises en ordre pour que ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, parce qu'on a l'investissement ou l'entrepreneuriat, tu as toujours besoin de capital, hein, et si tu peux aller, tu vois que tu n'as pas de capital réel pour investir, ça sera vraiment difficile. Dans tous les domaines possibles, un entrepreneur a besoin d'avoir accès au capitaux, tu vois. Et donc, c'est dans ce domaine-là, je ne sais pas quel est le travail que le gouvernement est en train de faire dans ce milieu, mais j'espère que le gouvernement est assez investi dans tout cela. Ils connaissent tous les domaines, ils peuvent analyser et puis essayer de voir s'il y a un travail nécessaire qu'on a besoin. Mais toujours est-il que moi, personnellement, je n'ai pas peur de retrouver en Côte d'Ivoire ou aller investir en Côte d'Ivoire. Mais tout investissement envoie des risques et des opportunités. Nous voulons essayer de voir si les opportunités sont là. Et puis, en fonction de cela, on peut décider de faire ça. Quelle proposition pouvez-vous faire au gouvernement ivoirien pour la réalisation de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de faire de l'année 2023 celle consacrée à la jeunesse? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Je viens de l'apprendre par vous. Mais non seulement c'est une très bonne idée, il faut qu'on consacre cette année 2023 à la jeunesse, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et comme je l'ai dit, ça continue, comme on le dit souvent,
le mois de mars, le mois de la femme féminine, machin. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On ne va pas compter seulement sur le mois de mars et puis après le mois de mars, on oublie les femmes. Tu vois, donc la jeunesse, on dit la jeunesse, l'année 2023 consacrée à la jeunesse, je pense que ça sera un début et qu'après l'année 2003, on n'oublie pas la jeunesse et qu'on essaie de continuer. Quelle que soit toute personne qui va venir au pouvoir, il va falloir qu'il puisse prendre ce qui a été fait. Parce que chez nous aussi, c'est le problème. Hein. Souvent, certains gouvernements viennent, ils mettent des structures en marche, d'autres gouvernements viennent, ils détruisent totalement ce qui a été fait et n'arrivent pas à construire tout ce qui existe. On veut faire d'autres. On pense que tout ce qui a été fait avant est zéro. Et donc, on recasse, on refait, on recasse, on refait. Et j'espère que l'année dédiée à la jeunesse, l'année 2024, on va toujours continuer à supporter la jeunesse et à aider la jeunesse à pouvoir assurer la relève. Parce que c'est là aussi. J'insiste dessus. L'évolution d'un pays repose sur l'éducation. Il y a deux domaines sur lesquels le truc. L'éducation, santé. C'est deux domaines clés. Avant tout développement, il faut l'éducation. L'éducation assure la relève. Il faut donner, je vois un peu certaines choses sur les réseaux sociaux, ce qui se passe maintenant en Afrique en général, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, qu'on appelle la jeunesse pressée. On veut toujours réussir rapidement, on veut être sur les réseaux sociaux, on veut être ceci, on veut être cela, sans avoir d'abord des fondements, des trucs solides. Tu vois, et ça, c'est pas, en anglais on dit c'est pas sustainable. Tu vois, je ne sais pas trop, j'ai oublié, c'est vrai, je suis francophone. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on reformate cet esprit-là de la jeunesse. Que oui, on peut faire ces choses-là. Oui, ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Les nouvelles technologies peuvent nous permettre de faire beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas une base solide, cela, c'est comme construire une maison sans une fondation solide. Et c'est ça. Pour moi, deux propositions. Investis beaucoup dans l'éducation. Investissez beaucoup dans l'éducation. On parlait de trucs. C'est souvent, ça me cœur de voir certaines des écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Aujourd'hui, nos jeunes n'arrivent pas à lire. Ils ne lisent pas. C'est impossible de voir qu'il y a une école. L'école, ce n'est pas les murs. Tu vois, on peut construire des murs, on peut mettre des personnes dedans pour enseigner. Si on n'a pas comment on appelle, des autres ressources, la bibliothèque, la lecture est très importante. Il faut avoir des ressources où on peut aller apprendre des trucs. Donc, en fonction de tout cela, s'il y a deux propositions, investissez beaucoup dans l'éducation et la santé. La santé n'est pas seulement la prévention de la santé, mais aussi les jeunes qui abusent certaines substances, l'alcool, tout ça, c'est la santé, c'est l'éducation de santé. Tu vas diminuer, puisque si tu es un étudiant et que tu es un élève, et qu'au lycée déjà tu commences tu es un alcoolique, où est-ce que tu vas arriver? Si déjà tu abuses de la drogue, où est-ce que tu vas arriver? Si déjà, tout ça, c'est le côté santé. Et le côté éducation peut donner une base solide à notre jeunesse pour pouvoir assurer la relève. Quels sont les dangers potentiels qu'on pourrait rencontrer une fois aux États-Unis? Il y a beaucoup, mais je prends deux petites choses. D'abord, il faut être très, très, très courageux dans la tête et ne pas oublier des trucs. Le danger, c'est de pouvoir venir. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, tu vois. Tes parents sont dans certaines positions au pays. Ils ont des moyens pour leur envoyer ici, pour financer leurs études, pour faire de ci. Ils arrivent, ils tombent dans un certain milieu très dangereux et ils oublient. Souvent, ils ne vont pas à l'école. Souvent, ils abandonnent le truc. Ils appellent leurs parents, j'ai besoin d'argent. Je ne dis pas aussi, j'ai eu, pas un Ivoirien, mais un jeune avec lequel je suis allé à l'école. Un soir, je partais. Je l'ai vu, je partais à la maison, j'étais dans le métro et je le vois, il était devenu un clochard. Un clochard. Son papa était quelqu'un de bien, tu vois, et qui avait les moyens. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu clochard? Parce qu'il n'a pas saisi, il ne savait pas réellement ce que c'est que. Il a perdu un peu les boussoles. Il a pensé que ses parents étaient riches. Ses parents avaient un peu les moyens. Mais il a pensé que ses parents étaient riches et donc s'associait à un certain groupe
qui n'était pas réellement un groupe qui pouvait l'aider. Mais c'est quoi ce groupe? Ils font plutôt... Des groupes de jeunes, peut-être aussi, qui se trouvent dans ce milieu, qui pensent qu'ils vivent une certaine vie. Et dont les parents, les moyens des parents au pays ne peuvent pas soutenir cette vie. Et donc, si eux, ils arrivent à vivre cette vie et que toi, tu ne peux pas tenir le coup, eux, ils t'abandonnent. Et toi, tu as laissé les gens qui pouvaient te trucs, tu t'es mis dans un milieu où tu sais que tu n'es pas réellement, ils savent que tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas faire ce qu'eux, ils font. Tu vois? Et donc, ils t'ont abandonné. Les autres côtés où tu pouvais truc, ils t'ont abandonné. Tu te retrouves au milieu, tes parents ne peuvent pas soutenir la vie, le mode de vie que tu as commencé. Tu vois? Et dans ce sens-là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus soutenir. Et puis, c'est que je dis, mon organisation en train d'encadrer les jeunes, c'est dans ce sens-là aussi d'avertir les parents qui amènent les enfants ici, parce que vous mettez beaucoup d'argent dedans. Il faut chercher des encadreurs qui peuvent les suivre et vous dire la vérité. Parce que souvent, les parents des enfants ne disent pas la vérité à leurs parents. Ils disent certaines choses qui ne sont pas vraies. Les parents n'ont pas les moyens de vérifier. Et jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, l'enfant est dans le trou. Et c'est difficile de les récupérer. Beaucoup se sont retrouvés en prison, que j'en connais. Beaucoup se sont retrouvés dans les milieux très, très dangereux et n'ont pas pu s'en sortir. Tu vois, par manque d'encadrement et manque de conseils. Donc, ceux qui veulent venir ici, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut être très sage. Quels que soient les moyens que tes parents ont en Côte d'Ivoire, il faut être très sage. Il faut être très sage et pouvoir savoir où tu vas. Un appel à l'endroit de la communauté ivoirienne résidant aux USA. Et particulièrement, je veux dire beaucoup plus à la communauté africaine. Tu vois, je pense qu'on doit chercher à s'affirmer. Se chercher à s'affirmer, nous devons chercher à... Souvent, on n'a pas le temps ici. Quand tu es venu, tu as vu, tout le monde travaille. Tout le monde est en train de travailler. Mais souvent, on travaille, on oublie nos enfants. Tu vois, on oublie d'encadrer nos enfants. C'est eux qui sont notre lendemain. C'est eux qui vont assurer la relève. Et donc, pour moi, il faut chercher, quelle que soit la manière dont nous travaillons, nous devons trouver du temps pour essayer de passer du temps, un peu de temps à nos enfants, pour essayer de les connaître. Tu vois, car souvent aussi, nous ne les connaissons pas. Tu vois, ils sont dans un monde, nous sommes dans un autre monde. Et il n'y a pas de lien solide familial. Et donc, si je peux donner conseil à notre communauté africaine en général, c'est la famille. Ayons des liens solides familiales, encadrons nos enfants pour que demain, ils puissent nous remplacer. Parce que moi, quand je parle d'élever un enfant, l'élever n'est pas lui donner seulement la nourriture, l'élever n'est pas lui acheter des belles chaussures, acheter des trucs de mode. L'élever, c'est que demain, il soit plus haut que toi, il atteigne un certain niveau. Si moi, je suis ici et que demain, je dis toujours ça à mon fils, je vais penser que moi, j'ai raté totalement ma vie si tu fais quelque chose moins que moi. Tu vois? Ou bien même si tu arrives seulement à mon niveau, j'aurais raté. Tu vois? Et donc, pour nous, il va falloir que nos enfants soient un peu au-dessus de nous. Il faut que nous voyions un peu plus loin. Il ne faudrait pas que nous voyions l'aujourd'hui, mais demain. Tu vois? Et ça, c'est le conseil général que je peux donner à toute la communauté ivoirienne et africaine en général. Votre mot de fin. Merci beaucoup pour l'entretien. J'espère que, comme on appelle, Jean d'Abidjan aura longue vie et dans ces nouvelles rubriques qui seront sur le bouquet bientôt, j'espère que nous aurons l'occasion de voir des émissions comme ça, de la diaspora, de pouvoir aller faire des reportages sans frontières dans différents pays et pouvoir apporter la bonne nouvelle aussi, la bonne nouvelle et la vraie nouvelle à l'audience africaine pour ne pas qu'il soit seulement le rêve. Le rêve américain, on parle toujours du rêve américain. Le rêve américain ne se ramasse pas dans la rue. Il faut venir, il faut travailler très dur. On n'en décourage pas les jeunes. Je suis contre l'affaire de l'immigration, un truc par la mer, par ceci. Si tu veux venir, il ne faut pas dire non, lui il est parti, pourquoi il ne veut pas que nous on vienne, on va faire tout. Ça ne paye pas. Voilà. Je pense qu'on peut s'affirmer chez nous aussi. Hein. C'est vrai, les choses sont, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais s'affirmer chez nous aussi est possible. L'exemple est là. Intelligent d'Abidjan a commencé 20 ans depuis 20 ans. Ils ont fait leur bon bout de chemin. Il y a un truc de l'avant. Je pense que nous devons réfléchir de là-bas, on peut s'affirmer chez nous aussi.